Éliminatoire mondial 2022. Le Togo gagne au Congo, Brazzaville pour l'honneur. Éliminatoire 2022. Le Sénégal obtient son ticket pour les barrages. On termine par le mondial 2022, toujours l'Allemagne. Première équipe qualifiée. Notre invité, Henri Akodo, journaliste sportif. Henri, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, Glorieux Samuel Takba, bonjour à nos amis téléspectateurs. Et les éperviers qui gagnent à Brazzaville, mais pour l'honneur. Il faut préciser que les éperviers, c'est la fin d'une série noire qui a commencé, qui a duré pendant quasiment 2 années. La dernière victoire du Togo en match officiel remonte au 10 septembre 2019. Ça, il faut le préciser. Il faut le préciser, lors du match retour des tours préliminaires justement de cette phase de qualification de la Coupe du Monde face aux Comores ici à Lomé. Et la dernière victoire du Togo à l'extérieur en match officiel remonte au 16 novembre 2018 à Bakao, à Banjul, face à la Gambie dans les qualifications de la CAN 2019. La disette, elle a tant duré. Après 7 matchs sans victoire en match officiel, le Togo a fini par renverser la vapeur. La fois dernière au stade Alphonse Massaba Débat de Brazzaville face à cette formation congolaise des Diables Rouges, 2-1. Il faut préciser que cette victoire du Togo en terre brazzavilloise n'est pas une première en soi, puisque la dernière confrontation, bien évidemment, entre ces deux équipes avant ces qualifications remonte au 8 octobre 2005 et cette victoire 3-2 du Togo face au Congo-Brazzaville, ouvrant ainsi les portes du paradis pour le Togo à l'époque, première qualification historique. On se rappelle du doublé de Kader Koubadia et les poulains de Paulo Duarte ont su quand même rééditer encore une fois l'exploit à Brazzaville, 2-1. C'est bon pour le moral, annonçant la non-qualification prématurée pour la prochaine match du football mondial. C'est quand même 3 points à saluer, pour une victoire à saluer pour le Togo. Le déclic est peut-être là, le Togo qui va enfin commencer une nouvelle aventure, commencer un nouveau cycle pour la reconstruction de son football. Quand on voit le niveau du jeu, qu'est-ce qui a milité en faveur des éperviers du Togo, Henri Akodo? Tout Togo, il faut préciser que Paulo Duarte a fait un changement logiciel tactique par rapport à la rencontre de la 3e journée ici à Lomé face à ces mêmes Diables Rouges du Congo. Il a aligné un 4-3-3 avec un trident au milieu de terrain, avec une pointe basse qui n'est autre que Alexis Jacques Romao, qui était chargé de récupérer les ballons, de déclencher le pressing. Il s'est bien comporté dans cette rencontre et il était soutenu par 2 milieux relayeurs, notamment Nyama Akate sur le flanc gauche de ce milieu-là et bien évidemment Tchakei Marouf, le métronome de l'AS Vita Club qui a été monstrueux dans le jeu. Ce dispositif tactique mis en place par Paulo Duarte a fonctionné, surtout en première période, et cette prestation à l'expression collective très aboutie, cette copie parfaite rendue par les éperviers qui ont tout simplement étouffé, englué, submergé la formation congolaise dans le contre-pressing, dans l'occupation rationnelle du terrain, dans l'occupation des bonnes zones. On a constaté visiblement que les éperviers récupéraient les premiers ballons en première période, surtout avec ce trio de devant également, Thibaut Clidier, la surprise qui a été titularisé, et les 2 ailiers, Plaka Fessoumeme et bien évidemment ce joueur Serge Nuadi, ont fait le premier pressing. Ils ont occupé cette zone-là assez bien et ils ont dérangé visiblement les premiers relents de ces Congolais, ce qui a permis au Togo d'asseoir son jeu dans les couloirs, à l'intérieur, avec des dédoublements à répétition de Tchakei Marouf qui sollicitait en 1-2, bien évidemment, Nyama Akate et servait régulièrement ce joueur-là, Thibaut Clidier, qui a posé énormément de problèmes à cette défense congolaise qui est apparue très lourde. Thibaut Clidier, le jeune joueur des Girondins de Bordeaux, a fait un match exceptionnel dans ses prises de risque, dans ses appels contre appels, dans ses fausses pistes, bien évidemment, mais également dans sa capacité à pouvoir varier ses fréquences d'appui et à s'incorporer, à s'infiltrer dans cette ligne défensive congolaise. Il a manqué d'efficacité, sinon il aurait pu marquer son premier but en sélection pour sa première titularisation, mais bien évidemment, il n'a pas pu marquer, mais c'est quand même Plaka Fessoumeme
qui a réédité l'exploit du match aller en ouvrant le score, même si en deuxième période, les éperviers ont levé le pied. Ils sont allés chercher au mental cette victoire-là, et ce but qui est venu de nulle part, de Kevin Deke, qui est rentré en jeu, bien évidemment, et qui, sur ce ballon anodin de Jacques-Alexis Romao, il a tout simplement contrôlé la balle avec beaucoup d'instantanéité, avec beaucoup de spontanéité, avec la vista nécessaire. Il a su décocher cette frappe supersonique dans la lucarne de ce gardien Christophe Mafumbi. C'est dire également qu'au-delà de cette victoire, les choix fins et bien évidemment juste de Paulo Duarte ont fini par payer 2-1. Il ne faut pas tomber dans l'euphorie. Cette victoire, elle est bonne à prendre, mais il faut continuer par travailler. Nonobstant l'élimination prématurée pour la prochaine match du football continental, il reste 2 matchs à jouer dans cette poule. Il faut aller avec beaucoup de détermination, d'envie, chercher les 2 prochaines victoires et bien se positionner dans cette poule, occuper la 2e place dans l'optique de la préparation pour les prochaines éliminatoires de la CAN 2023. Alors pour le mental, les éperviers doivent gagner les 2 matchs restants. Pour le mental, mais également pour le projet de reconstruction, pour le projet de régénérescence, bien évidemment, de l'effectif togolais du jeu togolais qui est en train de se mettre en place. Dans cette rencontre, moi, face au Congo-Brazzaville, j'ai décelé des récurrences dans le jeu qui préfigurent d'un bon avenir, d'un bon contenu pour notre sélection nationale en termes de production de jeu. C'est-à-dire que ce 4-3 qu'il avait mis en place a parfaitement fonctionné. Sur les sorties de balles, j'ai constaté de manière permanente cette permutation entre Tchakei Marouf, Nyama Akate, Alexis Romao, qui bien évidemment permettait le rôle quant à la sortie des balles, mais également quant à la gestion de la couverture. J'ai vu des défenseurs centraux, notamment Agbozo Klousset et Matucci, j'allais dire, autant pour moi, et Djin Dakonan, ne pas se précipiter sur les ressorties de balles. On sortait toujours la balle à travers des petites passes, tantôt sur les côtés, tantôt à l'intérieur du jeu. Sur les flancs, ça variait beaucoup avec le jeu long, mais également avec les passes dans les petits périmètres. C'est dire que le sélectionneur national, le Lusitanien, est en train de mettre en place un jeu consistant, cohérent pour les 2 prochaines rencontres, face au Sénégal notamment et face à cette formation namibienne. Il faut continuer dans ce sens pour asseoir bien évidemment une équipe très compétitive, avec beaucoup de concurrence saine, je dois le préciser, pour pouvoir faire face aux prochaines séances, notamment les éliminatoires de la CAN 2023. Si le Togo veut se retrouver en Côte d'Ivoire en 2023, ça passe forcément par de très bonnes prestations lors de ces 2 prochaines rencontres. Et la défense, ça marche mieux. C'est vrai que vous avez parlé de l'attaque du milieu du terrain, ce milieu contrôlé par Jacques-Alexis Romao, Nyama Akate, et qui est encore il y a un autre joueur, oui, le Tchakei Marouf, et la défense. Cette défense qui était autour de Djin Dakonan, le capitaine, a bien fonctionné. Djin Dakonan a Matucci dans l'axe, et sur le flanc gauche, Ate Youssouf, malgré qu'il est un droitier, il a dépanné à gauche, et Agbozo Klousset a été décalé côté droit. J'ai constaté de façon claire que le collectif a marché, nonobstant au-delà même de la bonne performance de ce quatuor défensif. Il faut mettre la lumière également sur le collectif, c'est-à-dire qu'en phase défensive, dans le jeu sans ballon, le Togo s'est bien comporté avec des ailés de débordement, certes Nuadi, Plakaf et Soumeme, qui revenaient fermer les lignes de passe sur les premières relances de l'adversaire. Et cela a permis à ces joueurs de la ligne défensive de se sentir en sécurité. J'ai constaté également que régulièrement, Jacques-Alexis Romao, dans sa capacité à aller gratter le ballon dans les pieds des adversaires, dans sa capacité à déclencher le pressing, a étouffé dans l'œuf les offensives congolaises, surtout en première période, et cela a permis à cette défense d'être sereine, d'être tranquille, pour pouvoir enrayer, pour pouvoir bien évidemment se bien comporter, bien évidemment, pour permettre à cette équipe togolaise de ne pas encaisser de buts, même si la fausse note, c'est quand même cette glissade de Djin Dakonan sur ce but de Karel Mbenza. En haut niveau, ce n'est pas permis. Parfois, notre capitaine, avec ses sautes de concentration, avec son manque d'engagement sur certaines actions, peut nous causer des torts. Je crois qu'il aura
retenu la leçon pour les prochaines fois. Allez, on va parler du Sénégal également, qui est dans la poule du Togo, la poule H, le Sénégal, qui est déjà qualifié pour les playoffs, si on peut le dire. Quelle équipe, cette équipe des Lions de la Teranga. Une machine de guerre, bien évidemment, une équipe impitoyable, flegmatique, avec une certaine maturité technique et collective. Ça se sent dans le jeu, avec cette capacité parfois à laisser le ballon à l'adversaire, à rester en bloc médian et tout de suite à la récupération, se projeter rapidement vers l'avant. Ils ont fait voix de toutes les couleurs à cette formation namibienne, des flips de la Namibie, avec les vagues incessantes, surtout sur les côtés. J'ai salué l'activité, bien évidemment, très importante de Ismail Assar, encore une fois, et bien évidemment de Saliou 6, le joueur de l'Est Nancy-Lorraine, sur son côté gauche, qui a délivré de très bons caviars à Famara Diédhiou, l'attaquant d'Antalya Sport, qui a marqué un triplé. Le Sénégal, c'est quand même un matériel très lourd, une artillerie de guerre pas possible, avec des joueurs qui évoluent à très haut niveau. On ne cessera jamais de le dire. Dans les buts, Edouard Mendy en défense centrale, Abdoul Diallo et bien évidemment Koulibaly, le capitaine de cette formation napolitaine, mais également de cette formation des Lions de la Teranga. Sur les flancs, Saliou 6 d'un côté, et sans oublier également ce jeune joueur-là au milieu du terrain, et ce joueur, Idrissa Gana Gueye, en sentinelle du Paris Saint-Germain. Que dire de Sadio Mané? Le Sénégal a un effectif très pléthorique, une escouade de joueurs très talentueux, avec beaucoup, bien évidemment, de détermination, d'engagement. Au-delà de ces individualités, il faut saluer la capacité d'un certain Aliou Cissé à pouvoir mettre en place un dispositif qui permet à ces individualités-là de se fondre dans le collectif. C'est très important. Une équipe n'est pas une somme d'individualités, mais une équipe, c'est quand même un collectif très solide, très soudé. Et ça, l'équilibre, souvent, n'est pas facile à trouver. Il faut tirer chapeau à Aliou Cissé, qui a permis à cette équipe de pouvoir briller, de régner en maître dans cette poule H pour ces éliminatoires. L'enjeu pour le Sénégal, c'est d'arriver à terminer premier. Ils ont désormais le seul ticket qualificatif pour le 3e tour. Maintenant, il va falloir, pour les prochaines rencontres, préparer rapidement le 3e tour, les playoffs. Le Sénégal ne va plus rencontrer le Togo, le Congo. Ça sera une autre grosse écurie du football africain. C'est là où on attendra le Sénégal qui court derrière une 3e participation à la Coupe du Monde, mais également un premier sacre continental. Je crois qu'ils feront tout pour pouvoir décrocher ce trophée-là lors de la prochaine CAN. Mais pour ce qu'il s'agit de la Coupe du Monde, ils sont très attendus et ils doivent faire autant mieux, ils doivent se qualifier et faire autant mieux que leurs prédécesseurs de 2002, notamment les Al-Dioufsini Diouf, les Bouba Diop, Henri Camara, Souleymane Camara, Omar Daf et tous les autres, Tony Silva. Cette équipe, elle a fière allure sur le papier et dans le contenu, elle commence par progresser. C'est dire que la stabilité, Aliou Cissé est là depuis 6 ans et il travaille. Il est en train de faire répéter ses gammes à ses joueurs et ils assimilent cela parfaitement. Vivement que cela puisse continuer au grand bonheur de ces 16 millions d'âmes de Sénégalais. Oui, le Sénégal a fait un chemin, vous l'aviez dit, reste les playoffs. Là, il va falloir roder les choses. Ça aussi, vous l'aviez dit, parce que ce sont les cadres qui seront en face du Sénégal. L'Algérie va se qualifier, le Maroc est déjà qualifié. Ce sont des lourds. Mais on a senti quelques carences, surtout au niveau défensif de cette formation des Lions de la Teranga. Oui, la problématique, c'est quand même le collectif. Parfois, l'équilibre peut se fissurer quand, par exemple, les joueurs de la ligne offensive n'arrivent pas à faire les efforts de manière permanente pour soulager un tant soit peu la défense. Je donne un petit exemple. Lorsque le Sénégal perd le ballon en phase offensive, Sadio Mané, quand il marche, par exemple, quand Abdullah et Ismail Assar traînent les pieds, par exemple, ça déséquilibre le bloc défensif. Le bloc défensif peut s'éroder et cela peut permettre à l'adversaire de pouvoir planter un but au Sénégal. Donc, Aliou Cissé doit pouvoir travailler à ce niveau. Le système défensif, l'animation défensive n'est pas seulement tributaire, n'est pas seulement la seule affaire des joueurs
défensif, notamment des défenseurs, mais également de tout le collectif. Ça part de l'attaque jusqu'au milieu de terrain. Donc voilà un peu les petits écueils que Aliou Cissé doit pouvoir gommer dans le jeu sénégalais pour prétendre faire face à ces autres grosses écuries du continent. Vous parlez de l'Algérie, même si l'Algérie est un cadre du football africain, l'équipe championne d'Afrique en titre, même s'ils sont leaders dans leur poule. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas minorer, occulter cette formation des étalons du Burkina Faso qui n'a pas encore dit son dernier mot. C'est le mano à mano entre ces deux équipes qui ont le même nombre de points, même si au niveau du goal d'average, l'Algérie est largement supérieure. C'est la meilleure attaque pour ces éliminatoires. Tout peut se passer. Il reste encore deux journées. Il reste encore 2 journées. Ils ont de très bons joueurs, un très bon collectif, avec un bon entraîneur, Jamel Belmadi, Riyad Mahrez, une constellation de stars, j'allais dire, Ismaël Benasser, le joueur de l'AC Milan, sans oublier bien sûr Adam Ounas, le joueur du Napoli. Mais en face, il y a quand même le Burkina Faso, d'un entraîneur, Kamou Malo, qui croit sa troupe, qui est en train de rameuter, de racénérer, de bien mobiliser sa troupe avec des jeunes joueurs. Il faut saluer la performance d'un certain Abdul Faisal Tapsoba, le jeune joueur du Standard de Liège, 20 ans seulement, 3 sélections, 4 buts. C'est quand même des statistiques explosives pour un tel joueur, même si Lassina Traoré, l'attaquant du Shakhtar Donetsk, est actuellement blessé. Il y a quand même de la matière avec Bertrand Traoré, le joueur de Aston Villa, Edmond Tapsoba, le défenseur du Bayer Leverkusen, pour pouvoir prétendre, bien évidemment, faire face à cette formation algérienne. Ça va se disputer jusqu'au bout. C'est quasiment le même cas de figure dans la poule où se trouvent la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Les Ivoiriens qui ont battu le Malawi sur le score de 2-1 dans cette rencontre qui a été délocalisée au stade général Mathieu Kérékou de Kourounou, stade de l'amitié. La Côte d'Ivoire a remporté cette rencontre 2-1. Le Cameroun, de son côté, s'est imposé également pour cette 4e journée, pour la 3e journée, d'abord face au Mozambique et à cette formation mozambicaine, et bien évidemment pour la 4e journée de façon laborieuse. La rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, ce sera la 6e journée au stade de Japoma, sera très simplement électrique. On sait qu'à l'aller, c'est la Côte d'Ivoire qui avait gagné. Exactement, au stade Alassane Dramane Ouattara de Bimpe, sur une pelouse exécrable. J'arrête à dire, même si j'aime bien nos amis ivoiriens, ce n'est pas pour leur manquer de respect, mais la pelouse n'avait pas aidé les Camerounais. Et c'est ce qui a fait délocaliser complètement la rencontre face au Malawi. Et le match de la 6e journée, ce sera un autre scénario, parce que ça va se jouer sur une pelouse, un tapis, j'allais dire, une moquette, au stade de Japoma. On se souvient de cette bataille épique entre ces deux nations pour la qualification pour la Coupe du Monde 2006 et le Cameroun qui était venu battre la Côte d'Ivoire au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'était le 4 septembre 2005 justement, et un triplé d'Achille Ouebo avait permis aux Lions de s'imposer. Peut-être que la bande à Anthony Conceição, avec les Eric Massim Choupo-Moting, avec bien évidemment les Stéphane Baoken, Vincent Boubacar, les jeunes joueurs comme tel Ivan Neyou, James Lea Sliti, ils vont quand même tout faire pour pouvoir ravir la vedette à ces Ivoiriens. Ces deux équipes, il n'y a qu'un point qui les sépare. La Côte d'Ivoire leader pour l'instant, avec bien évidemment 10 points. Le Cameroun avec 9 points. Donc la bataille, elle sera ardue, âpre. Cette rencontre, elle sera palpitante et haletante. On attendra de voir ce qu'il en sera. Un sacré Henri Akodo. On termine toujours par le Mondial 2022. L'Allemagne est première nation européenne à se qualifier. L'Allemagne, première nation européenne à se qualifier, ce n'est pas une surprise quand on voit un peu la composition de cette poule J dans laquelle se trouve l'Allemagne pour ses qualifications de la zone Europe, la Macédoine, nous avons également la Roumanie, l'Islande et Liechtenstein. L'Allemagne qui s'est qualifiée désormais avec 21 points à 2 journées de la fin de ces éliminatoires. Hans Dieterfik et ses hommes ont plié l'affaire en battant bien évidemment la Macédoine du Nord 4-0 avec un doublé de Timo Werner, un but de Kai Havertz et bien évidemment un autre de Müller. Une équipe très bien en place sur le plan tactique avec beaucoup d'insouciance,
avec Ah beaucoup oui, de variété ah oui. dans le jeu. J'admire un peu cette animation offensive où on retrouve ce carré magique. Müller en soutien de Timo Werner sur les flancs. Ça va très vite, ça court très vite avec Initial Gnabry côté droit Ouais. et bien évidemment Kai Havertz côté gauche qui va dans la percussion grâce à ses dribbles chaloupés, ses dribbles déroutants qui explosent littéralement les défenses adverses. Cette équipe est la fière allure, surtout avec ce confort dans l'an 2. Joshua Kimmich Ouais. et bien évidemment Léon Goretzka. Il y a une certaine complémentarité, une certaine complicité qui se dégage entre ces joueurs. Ce sera la 20e participation pour l'Allemagne en phase finale de Coupe du Monde. Figurez-vous, elle n'a raté que 2 phases finales de Coupe du Monde, puisque ce sera la 22e édition au Qatar. C'est-à-dire que l'Allemagne est une grosse écurie, est un ogre redoutable du football mondial. 4 Coupes du Monde remportées, 1954, 1974, 1990, 2014. L'Allemagne qui a connu des périodes fastes au niveau de son football, triple champion d'Europe, avec de grands joueurs qui ont marqué l'histoire du football mondial. Gerd Müller, qui a tiré sa référence cette année, évidemment. Ouais. Jürgen Klinsmann, le Tarmataus, Aujourd'hui avec une équipe avec une mixture d'anciens, Thomas Müller, et bien évidemment la jeune garde qui frappe à la porte, notamment le jeune Karim Adeyemi, 19 ans. Il évolue au niveau du Red Bull Salzbourg. Il a effectué sa première sélection la fois dernière, sans oublier également Florian Wirtz du Bayer Leverkusen, un petit milieu de terrain avec une vitesse gestuelle impeccable, un toucher de balle de velours et cette capacité à pénétrer, à se faufiler entre les lignes. Cette sélection, elle a de l'avenir. Elle peut prétendre, même si elle est 14e au classement FIFA pour l'instant, à un prochain trophée, un 5e sac continental pour égaler celui du Brésil en 2022. Henri Akodo, est-ce qu'on peut dire que, entre griffes, le mandat Hansi Flick a bien commencé? Le mandat Hansi Flick a bien commencé avec un bon état d'esprit, des joueurs très engagés qui se sont sentis concernés. Il est en train de pouvoir insérer de nouveaux joueurs dans ce collectif qui est déjà bien huilé. Je parlais tantôt de Florian Wirtz et de Karim Adeyemi. Il ne faut pas oublier bien évidemment Hoffmann également, qui est en train de faire ses premiers pas avec la National Mannschaft. Il a rappelé certains anciens, Thomas Müller qui est dans le groupe, qui essaie de pouvoir transférer toute son expérience. On dit qu'il pense également à Jérôme Boateng des Gants de Lyon. Ah oui, même parce que quand vous voyez un peu la charnière centrale, elle n'est pas assez fameuse avec cette composition-là. Vous avez Tino Kehrer, le joueur du PSG, et bien évidemment Niklas Zulu, le joueur du Bayern de Munich. Ouais. Donc un Jérôme Boateng, par exemple, dans cette charnière centrale pourrait apporter toute sa tranquillité, sa sérénité, sa confiance à cette équipe allemande. Donc il veut faire avec des joueurs expérimentés, mais également des jeunes joueurs qui ont la fougue, qui veulent véritablement montrer de quoi ils sont capables, qui vont très vite. Il faut insister sur ça, sur la vitesse. Je n'ai pas parlé du jeune Jamal Musiala. Oh, quel virtuose ce jeune joueur du Bayern de Munich qui va très vite, qui nous habitue à des fulgurantes incessantes. C'est-à-dire que cette sélection, elle a de l'avenir, mais la phase de qualification, elle est différente de la phase finale. Bien sûr, surtout que quand on a une poule qui est à la portée de l'Allemagne. Exactement. Donc l'enjeu pour l'Allemagne, c'est d'arriver à se qualifier d'abord pour le deuxième tour de cette phase finale, puisque la dernière édition de la Coupe du Monde, c'était un scénario cataclysmique pour l'équipe dirigée par Joachim Löw à l'époque, avec une élimination au premier tour, dans une poule où on avait la Corée du Sud, bien évidemment le Mexique, des équipes, la Suède, qui était à la portée de l'Allemagne, mais l'Allemagne championne d'Europe, champion du monde en titre à l'époque, s'est sabordée tout simplement et a été éliminée du premier tour. Il va falloir laver l'affront. Et Hans-Dieter Flick est conscient de cet objectif qui lui a été assigné. Le Danemark aussi est sur une bonne dynamique. Henri Akodo, il est également qualifié. Le Danemark est également qualifié. Le Danemark qui continue sur sa belle lancée, sa belle dynamique de la dernière édition de la Coupe d'Europe des Nations. Le Danemark qui avait été éliminé en demi-finale face à l'Angleterre dans les ultimes minutes de la partie. Le Danemark avec de très bons joueurs également, Johan Poulsen, et bien évidemment, et le jeune joueur Pierre-Emerick Holmberg, le joueur de Tottenham. Le Danemark qui obtient ainsi sa qualification pour la prochaine messe du football mondial.
On a connu le Danemark en 1992 avec ce sacre Ouais. remporté de façon inédite. L'Euro, je peux parler de l'Euro. Le Danemark sera très attendu pour cette prochaine messe du football mondial. Cette sélection, elle est en pleine progression, elle est en pleine ascension. Attention à l'effet surprise. Merci beaucoup à vous, Henri Akodo, journaliste sportif. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est pourquoi on vous a invité. Merci beaucoup pour tout, Henri. On marque la pause pour le journal et on revient derrière avec nos invités pour Regard Croisé.